Cette présentation d'ouvrage ce soir, d'abord merci de votre présence. Merci à Nelly de venir présenter cet ouvrage et à Augustin Jaumier d'avoir accepté de le discuter. Donc, je vais vous présenter Nelly Hamry, même si beaucoup d'entre vous la connaissent bien sûr, mais je voudrais dire un certain nombre de choses. Nelly Hamry est historienne et professeure à l'Université de la Manouba. Elle est par ailleurs poétesse. Ses nombreux travaux portent sur l'histoire du soufisme, de la sainteté, notamment féminine, de la géographie et du sentiment religieux en islam, plus particulièrement en Ifriqiya et au Maghreb médiéval. Alors, entre autres, elle a rédigé un ouvrage central sur la sainteté féminine, puisqu'il s'agit de la traduction de la géographie de la Sainte, intitulée « La Sainte de Tunis, présentation et traduction de la géographie de Aïcha Benoubeya ». Donc, elle nous fait l'amitié de venir présenter ici son dernier ouvrage, au très beau titre « Sur les pas des maîtres », titre que je suis sûre elle ne manquera pas de nous expliquer. L'ouvrage s'attache à la question de la circulation des savants, des saints, des transmissions du savoir, et on pourrait dire à l'histoire religieuse et intellectuelle d'une large période, allant du Xe au XVIe siècle, avec l'Ifriqiya comme théâtre d'action, au cœur des échanges entre l'Orient et l'Occident musulman. Alors, il s'agit d'une somme considérable de travail, mais que Madame Hamry présente de manière tout à fait modeste, en soulignant ses manques et ses limites, alors que l'ouvrage force l'admiration. Donc, je ne vais pas trop parler, puisque Nelly et Augustin le feront mieux que moi, mais j'ai été très sensible au fait que l'introduction mette en avant l'importance des communications orales dans le travail scientifique, dans les rencontres scientifiques, et l'importance de ces communications orales pour l'avancée des travaux individuels. Donc elle montre bien la manière dont ils se nourrissent l'un l'autre et la façon dont les interventions orales peuvent être des points de départ pour des recherches plus amples, plutôt que des aboutissements. On s'imagine souvent qu'on présente quand on a fini un travail, alors que c'est plutôt l'inverse, et que c'est vraiment très important, je trouve, de souligner ce point. Vous l'avez fait sans y penser, mais je pense qu'à un moment, au moment où on est, qui est une époque quand même qui survalorise la production écrite, je trouve, ça le fait souvent aux dépens des échanges oraux, alors que ces derniers, selon moi, et pas seulement moi, demeurent vraiment au centre du travail. Voilà, donc on peut également souligner évidemment la constance de Nelly Hamry à travers sa carrière d'historienne, qui a exploré la problématique du mouvement des hommes, des femmes et des idées au sein de cette grande catégorie religieuse qu'est le soufisme. Voilà, alors avant de te donner la parole, chère Nelly, je présente également Augustin rapidement, qui est agrégé d'histoire. Il a enseigné dans différentes universités, à l'EHESS, à l'EPHE. Il est maître de conférences à l'INALCO. Il a été directeur adjoint scientifique de l'Institut français d'islamologie, qui est un nouvel institut d'islamologie. On ne sait pas quelle histoire cet institut aura, mais en tout cas, il en est à ses débuts. Et cette année, il est en délégation CNRS à l'IRMC pour notre plus grand plaisir. Il a publié de nombreux articles et a co-dirigé plusieurs ouvrages et des numéros de revues, notamment un dossier des Annales en 2018 intitulé « Écrire l'histoire de l'islam moderne et contemporain ». Et tout récemment, avec Sabrina Mervin, ils ont publié « Savants musulmans au Maghreb ». Donc c'est apparu très vite qu'il serait un interlocuteur tout indiqué pour la séance consacrée à l'ouvrage de Nelly Hamry, et sans travailler sur les mêmes périodes, je pense que les terrains, les intérêts scientifiques sont si proches que je me réjouis de vous entendre tous les deux. Voilà, Nelly, si tu veux bien. Une vingtaine de minutes, c'est ce qui était entendu. Merci, chère Katia. Merci d'avoir bien voulu m'accueillir et diligenter cette présentation. Je suis très touchée. Tu
tu as évoqué tout à l'heure mon bouquin sur le Saïd al-Manoubi, et il me plaît de souligner que c'est la même année, l'année 2007, si je ne m'abuse, 2008 si je ne m'abuse, la même année qui a vu naître deux bouquins, le tien sur le culte contemporain de la Saïda, cette magnifique thèse d'anthropologie sur le culte actuel de la Saïda, et ma présentation et mon étude et ma traduction de son hagiographie. Donc c'est autour de Saïd al-Manoubi que cette amitié a pris naissance, et c'est à notre grand bonheur à toutes les deux poursuivi durant toutes ces années, sans parler des rencontres scientifiques auxquelles nous avons participé ensemble. Donc je suis très heureuse de nous retrouver ici, dans ce lieu que j'ai hanté, ainsi que mon cher époux. Depuis 91. Oui, habité. C'est à la place où est assis mon éditeur que je salue, c'est Abdelazek Lachine, c'était ma place, tournant le dos à la porte pour ne pas être gêné, perturbé par le va-et-vient des collègues ou des habitués d'habiter. Donc, je tiens également à adresser mes plus vifs remerciements à Augustin Jomier qui a bien voulu s'immerger dans ce bouquin et venir en discuter avec moi, avec vous, chers amis et collègues, que je remercie aussi de tout cœur d'avoir fait ce déplacement, de vous être dérangés pour venir échanger avec moi, j'ose espérer, autour de ce livre. Alors, Tijani, dans sa Lahla, ce voyage qu'il a effectué au tout début du XIVe siècle, lors de son passage dans la ville de Tripoli, laquelle à l'époque faisait partie de l'Ifriqiya, rapporte une question posée à un théologien, un faqih, un grammairien du XIe siècle. « D'où tiens-tu ta science ?» lui demanda-t-il, « alors que tu n'as pas voyagé ?» Cette question, qui aurait aussi bien pu être posée à un maître en tasawwuf, suggère que dans les représentations reflétant dans une large mesure la réalité, la Lahla est non seulement consubstantielle à l'acquisition de la connaissance ou de la science, qu'elle soit ésotérique ou exotérique, mais qu'elle en est la condition. Pour savoir, il fallait partir. Subir les épreuves du voyage et de cette errance scientifique, faire l'acte d'aller soi-même à la recherche des porteurs de science, subir les épreuves de l'arrachement à son milieu naturel, au sien, connaître les dangers du voyage, mais aussi risquer d'être rejeté, ou encore de se tromper de maître, de se voir invité à retourner chez soi, ou encore à devoir non pas s'abreuver à une source orientale, mais se contenter d'une source occidentale en Orient. En même temps qu'elle véhicule un modèle, cette question en suggère une autre, son contraire. On peut acquérir la science en restant chez soi, en ne subissant aucune de ces mahna ou épreuves qui font si fortement apparenter ce processus cognitif à un voyage à épreuve. C'est le porteur de science qui vient à vous, encore faut-il être soi-même en état d'itinérance intellectuelle, de réceptivité, de pauvreté ontologique, j'ajouterais, en s'acquittant notamment du service d'hospitalité. De nombreuses traditions, les hadiths, soulignent en effet les mérites de l'aumône, ses vertus purificatrices, sa dimension eschatologique et la connaissance de Dieu à laquelle elle donne accès. Alors notre faqih répond à cette question, je la tiens, dit-il, des deux portes de Hawara et de Zanata. Il s'agit, explique Tijani, de deux portes de la ville de Tripoli, l'une au sud et l'autre à l'ouest, entendant par là que ce qu'il avait acquis comme science, il le tenait de ceux qui visitaient Tripoli et y pénétraient par l'une de ces deux portes parmi les orientaux et les occidentaux. Il se chargeait d'accueillir les convois de visiteurs, ajoute-t-il, et de leur accorder l'hospitalité. Alors cette réponse nous intéresse à plus d'un titre. D'abord, elle pose d'emblée et sur le même pied d'égalité et de dignité, si j'ose dire, les deux sources du savoir, l'Orient et l'Occident. Elle pose ensuite l'Ifriqiya dans son statut de terre intermédiaire entre Orient et Occident, et réceptacle de leurs influences réciproques.
Alors l'attention s'est surtout focalisée, Katia l'a dit tout à l'heure, à ce jour, sur les réseaux savants, jusque-là, hein, leur dynamique entre Orient et Occident musulman. On a plus rarement, malheureusement, exploré, en tout cas dans une monographie ou un travail de synthèse, le vaste mouvement d'échange soufi, à proprement parler soufi, entre ces deux aires du monde musulman et à l'intérieur de chacune d'elles. Maintenant, même si un personnage peut en même temps porter les deux casquettes, si j'ose dire, c'est-à-dire être en même temps un savant et un soufi, la chose se retrouve très souvent. De même que mais quand on focalise sur les échanges soufis, c'est un peu une manière de construire l'objet qui est quand même plus spécifique. De même que l'on connaît mal, à ce jour, la place de l'Ifriqiya dans l'économie de ces échanges. Cet ouvrage se veut un minuscule jalon dans une histoire qui reste donc à faire. Alors, un mot pour commencer sur cette sémantique du voyage mystique et son anthropologie. Il faut savoir que le vocabulaire du voyage chez les soufis regroupe plusieurs notions, dont tout d'abord celle de siyaha, ou pérégrination. Selon le lisan en arabe, la siyaha, c'est se déplacer sur terre en vue de l'adoration de Dieu et des exercices de piété. On est loin des idées d'errance et de vagabondage religieux qui n'ont que trop collé à ce mot, hors de toute mise en perspective historique de la notion, de son assise scripturaire et de ses différentes herméneutiques, notamment de sa relation à une autre notion centrale, axiale, qui est as-safar, le voyage. Safar, cette dernière notion mobilise les différentes ressources sémantiques et scripturaires du radical safara, parcourir une distance, dévoiler, asfala yusfiru, rayonnement ou resplendissement, écriture, et partant le support de tout écrit. Asfala, le support de tout écrit. Les finalités du voyage chez les maîtres du tasawwuf, et ce dès la période formative de l'islam, la période classique, peuvent être aussi variées que de s'acquitter du pèlerinage, de mener le combat dans le sentier de Dieu, d'aller à la rencontre des maîtres, de visiter les proches, réparer les injustices, rechercher la science dans la parole, ou encore visiter un lieu connu pour ses mérites et sa noblesse. Autant de motivations pour voyager, pour prendre monture et voyager. Ce voyage ajoute à sa page Toussi, dans son Kitab al-Luma, un manuel classique du tasawwuf, notamment le chapitre qu'il consacre au adab, aux bonnes convenances spirituelles des soufis dans leur voyage. Ce voyage, dis-je, est néanmoins assorti d'une éthique. Pour voyager, il faut s'armer de 4 vertus cardinales. La première étant la science, afin de polisser son âme. La deuxième étant le scrupule, voilà, afin de ne pas tomber dans l'illicite, nous dit-il. La troisième étant al-wajid, le désir ardent, ou encore cette émotion extatique, selon une autre belle traduction, qui le porte vers le but ultime du voyage. Et enfin, un bon caractère, un khuluq hasan, qui le préserve des prévarications. Chez Ibn Arabi, ce grand mystique andalou, que vous connaissez tous certainement, mort en 1240 à Damas, nous retiendrons très schématiquement le fait que le voyage doit porter ses fruits spirituels. D'ailleurs, son ouvrage, son traité s'intitule formellement Al-Isfar al-Nata'ij al-Asfar, le dévoilement des effets du voyage. De même qu'il tire son origine étymologique du isfar, le dévoilement à l'homme de ses caractères. Et enfin, qu'il est associé à la fatigue et à l'épreuve. Encore une fois, là, cette notion, cette idée de voyage à épreuve. Pour le maître andalou, il s'agit de l'itinérance du cœur quand il se tourne vers le vrai par l'invocation. Donc c'est aussi un voyage immobile aussi, c'est une itinérance du cœur d'abord, avant que d'être une itinérance donc, physique dans l'espace.
Ainsi définie, cette itinérance spirituelle, obéissant à une logique de nécessité, serait consubstantielle au soufisme et inscrite dans son éthique et sa finalité. Voilà, ça c'était vraiment très, très vite un court arrêt sur cette sémantique du voyage et son éthique dans le soufisme. Alors cette enquête est partie de quelques questions qui sont autant de pistes de réflexion. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas la prétention d'avoir répondu. Ce sont des pistes de réflexion dont j'amorce un petit peu, que j'amorce ici dans cette enquête. Occupant un espace médian entre l'Orient et l'Occident, l'Ifriqiya a-t-elle été, en matière de soufisme, une sorte de barzakh, un isthme, joignant leurs deux réalités? Grande question, et une question grave. A-t-elle davantage marqué, à partir notamment du XIVe siècle, et comparativement au reste du Maghreb, au Maroc notamment, le tasawwuf égypto-syrien, notamment par le biais des deux voies, Madianiya, dont nous aurons l'occasion de reparler, et Chadiliya. Et enfin, quelle fut la part du soufisme ifriqien à la mystique islamique? Alors, pour réfléchir à ces questions, j'ai travaillé sur plusieurs types de sources, essentiellement la littérature biographique, les dictionnaires biographiques de Tarajm, de Tabaqat, etc. La géographie, cette grande dame que j'affectionne particulièrement, Adab al-Manaqib, les récits de voyage, comme celui de Tijani que je viens de citer, les fameuses Rahla, les barnamaj, ou cursus studiorum des savants et des maîtres en tasawwuf, les traités de Khirqa, la Khirqa étant ce manteau d'investiture initiatique dont le cheikh, le maître, revêt un aspirant, son disciple, donc selon un rituel qui se codifie de plus en plus on avance dans le temps, les productions doctrinales, la fameuse agiologie, les traités, les manuels, les chroniques, mais aussi les sources juridiques, les fameuses fatawa, ou nawazil, notamment celles qui ont à un moment donné décidé que le djihad serait plus important que le pèlerinage et aurait mis un frein à ces déplacements donc, vers l'Orient. Bref, un corpus assez large. Alors ce livre a été conçu très rapidement en deux grandes parties. La première tente de scruter ces échanges soufis entre Occident et Orient musulman, en suivant dans un premier chapitre, à partir de l'Ifriqiya et vers elle, les pas de ses maîtres, quelles étaient leurs motivations, jauger et mesurer les poids respectifs de ses départs, dans chacun des deux sens, les durées de ses séjours, les itinéraires suivis et les lieux ayant assumé une plus grande vocation attractive. Le chapitre 2 aborde la problématique des influences réciproques de l'Orient et de l'Occident musulman sur le soufisme ifriqien et la vigueur doctrinale de ce dernier. La question des modèles de sainteté, révélatrice d'un rapport ambivalent à l'Orient, il est également évoqué. C'est aussi l'occasion de constater que ces échanges ne vont pas toujours de soi. Ce chapitre suit en effet les rythmes discontinus de circulation des manuels, de certains rituels, ainsi que de la diffusion des voix. Le chapitre 3, le dernier chapitre de cette première partie, aborde la problématique de l'occidentalisation du Maghreb, c'est-à-dire une espèce d'inversion du flux d'ouest en est, cette fois-ci, suggérée par certains. C'est Éric Geoffroy qui en a parlé, il me semble parmi les premiers qui en ont parlé, lors de sa thèse sur le soufisme en Égypte et en Syrie, à la fin des Mamelouks et au début de l'époque ottomane. Je m'arrête sur quelques cas d'Ifriqiens ayant connu la célébrité en Orient, ainsi que sur l'influence qui exerceront certaines figures et voix du Maghreb. Le chapitre se termine par l'examen des représentations que les hommes de Dieu se font au XVe siècle de leur mission, ainsi que de l'espace pliant
l'Orient et l'Occident sous leurs pas dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler le gouvernement invisible du monde, le fameux Diwan as-Salihin, ce gouvernement ésotérique et invisible du monde, représentant un califat d'ordre intérieur et transcendant l'un et l'autre des deux espaces. À une époque d'émiettement politique, consécutif à la chute du califat de Bagdad en 1258, symbole de l'unité du monde musulman, et à l'invasion mongole en Orient, à l'échec de l'entreprise d'unification, de l'entreprise almohade d'unification de l'Occident, et la tripartition qui sont suivies du Maghreb, tandis que le dernier bastion musulman dans la péninsule ibérique vivait ses dernières heures, on ne peut, chers amis, s'empêcher de voir dans ce gouvernement ésotérique une volonté de reconstitution de l'unité du monde musulman, dirigée cette fois par ses saints. Alors de cette première partie émergent quelques idées forces que je me permettrai de vous dire très rapidement. Les flux drainant d'une manière générale les soufis maghrébins vers l'Orient sont, vous le devinez aisément, nettement supérieurs en nombre à ceux amenant les orientaux en Occident musulman. Toutefois, en regardant de plus près, on constate que des orientaux, et non des moindres, n'hésitent pas à prendre la route pour le Maghreb, et notamment pour l'Ifriqiya, afin d'y suivre l'enseignement d'un maître, et un exemple célèbre, chers amis, connu et documenté dans les dictionnaires biographiques orientaux, celui de Nounoun al-Musri, ce grand maître égyptien qui va venir quémander la connaissance à la porte de Shukran al-Abid. C'est un bel exemple. Il n'est pas le seul. Ma'rouf al-Karhi va venir avec ses disciples faire œuvre de libat sur le littoral africain. Donc, de pratiquer le libat, c'était une raison suffisante pour venir en Ifriqiya. On sait que beaucoup de traditions louent la fonction eschatologique du libat sur les côtes du Maghreb, et notamment en Ifriqiya. De partir à la recherche du Mahdi, l'imam al-Mahdi, la fonction eschatologique du Maghreb est exaltée par de nombreuses traditions, généralement apocryphes. Donc là encore, c'est un motif suffisant pour que les orientaux se déplacent vers l'Occident. Ou encore de bénéficier des faveurs dont les sultans hafsides, Abou Faiz Abdelaziz et Abou Amr Othman, entouraient, donc, pardonnez-moi, 15e siècle, nous sommes dans le 15e siècle, entouraient les Khulafas, donc se revendiquant d'une ascendance prophétique et dont la réputation arriva jusqu'en Orient. Alors la deuxième idée qui se dégage de cette partie, la modestie du flux des orientaux en direction du Maghreb doit néanmoins être mise en perspective. D'abord, les Égyptiens bougent peu, il faut le savoir, eux-mêmes déjà, y compris en Orient. Ils ne se déplacent que dans la vallée du Nil ou dans le domaine ayoubide, en Syrie ou au Hijaz, le plus souvent à l'occasion du pèlerinage. Il ne faut pas non plus sous-estimer le poids des guerres, l'occupation franque, la conquête mongole, qui perturbèrent profondément les réseaux routiers de la région. La propagation de la peste noire au XIVe siècle, les dangers de la piraterie, l'insécurité endémique des routes furent de puissants freins à la mobilité et au voyage des orientaux. Les mêmes raisons ont d'ailleurs joué pour de l'autre côté, pour les Maghrébins voulant faire le voyage inverse. Des particularismes culturels, linguistiques, voire ethniques, parfois même des clivages théologiques ou doctrinaux vont peser aussi sur ces échanges. Si l'insertion des Maghrébins dans les métropoles d'Orient fut parfois problématique, on peut aussi en dire autant pour des orientaux qui ont pris le chemin du Maghreb. Et ce maître Rifai qui arrive en Ifriqiya au début du XIVe siècle, Abul Hassan Ali al-Ajmi, qui fut dont on douta, si vous voulez, de l'orthodoxie de sa aqida, et il eut à encourir les foudres de certains juristes, et son insertion ne fut pas des plus lisses, si j'ose dire.
Alors, les influences venues d'Orient ou d'Occident n'auraient pu s'exercer, l'autre idée force, sans le climat de relative tolérance qui a marqué, quand même, hein, malgré certains épisodes, comme celui que je viens de citer, mais d'une manière générale, on doit reconnaître qu'il y avait quand même un climat de relative tolérance qui a marqué la vie intellectuelle et religieuse de l'Ifriqiya durant ces 3 longs siècles hafsides, même dans un contexte de restauration et de renouveau malikite, dont certains soufis ont dû payer le prix, comme je viens de le dire. La rigueur de certains juristes, comme Ibn Arafa et certains de ses disciples, fut contrebalancée par une attitude que représente de façon tout à fait éloquente un homme comme Al-Rassar, qui n'était ni plus ni moins que le grand cadi de la ville, du sultanat et de la ville de Tunis, mort en 1488, très proche des milieux soufis, notamment Chahili. Assez comparable à celle que l'on observe d'ailleurs au même moment dans l'Égypte mamelouk. Un simple coup d'œil aux différents foyers soufis de l'Ifriqiya hafside et aux multiples écoles et courants qui y étaient représentés donne la mesure de cette réceptivité et de cette capacité à intégrer dans leur diversité les doctrines du tasawwuf les plus diverses, les plus plurielles, celles de Muhasibi, Junayd, Khouchayri, Ghazali et Sohrawardi al-Baghdadi, donc un soufisme sunnite de bon aloi, mais aussi celles de maîtres plus contestés ayant eu maille à partir avec les docteurs de la loi, comme Stami, Hallaj ou encore Ibn al-Farid. Ceci est également valable pour les influences venues de l'Occident musulman, de l'Andalus, de ses hommes et de ses écoles. Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Ibn Qasi, etc. Autre idée importante, sans remettre en question le schéma de l'omniprésence des manuels orientaux dans le soufisme ifriqien, comment le pourrait-on? Et plus généralement maghrébin, il m'a paru néanmoins important de le nuancer quelque peu en montrant non seulement la part prise aussi par l'Occident musulman dans la formation du soufisme ifriqien, mais aussi la vitalité de ce dernier, attestée par les productions tant hagiologiques qu'hagiographiques, dont bien sûr il est fait mention dans l'ouvrage que je ne peux pas citer maintenant. Si l'Orient est très présent, notamment jusqu'au XIIIe siècle, dans les modèles servant de référent au soufisme ifriqien et d'une manière générale maghrébin, à partir de cette époque, le soufisme ifriqien a désormais aussi ses propres modèles de sainteté, lesquels sont désormais en compétition avec les modèles orientaux, voire dans un rapport de surenchère avec ces derniers. Autre idée force, manuels, pratiques, rituels et voies ne furent acclimatés et intégrés qu'en fonction de rythmes propres à l'Ifriqiya et de choix opérés par ses maîtres. Et là encore, ce ne sont pas des échanges qui vont toujours de soi. Et enfin, dernière idée, me semble-t-il, si les premières synthèses et les premiers manuels sont venus d'Orient, pendant la période du 9e au 12e siècle, le XIIIe siècle soufi par l'influence d'écoles comme celle d'Al-Neriya, ou de personnages comme Abu Madian, Shu'aib, Ibn al-Arabi ou encore Shabili, est considéré dans une large mesure occidentale. On admet généralement qu'à partir du XIVe, XVe siècle, les grandes voies commencent à se mettre en place, à se structurer. On remarque moins, cependant, constate Éric Geoffroy, que deux d'entre elles, et non des moindres, sont d'origine maghrébine, la Madianiya et la Chahiliya. Et j'ajouterai, et dans l'une et l'autre, l'influence de maîtres ifriqiens est à souligner. Davantage, ce serait l'Ifriqiya qui, relais important sur la route de l'Orient, qui devient, à partir du XVe siècle, l'interlocuteur maghrébin privilégié des Syro-égyptiens. Le rôle joué ici par l'Ifriqien Ahmed al-Tabbasi, mort en 1521 ou 24, le cheikh de Ali ibn Maymoun al-Fassi, ce grand maître qui a laissé une œuvre extrêmement abondante, qui est enterré dans le Bon Liban, et qui a laissé des disciples eux-mêmes qui ont beaucoup écrit, eh bien, fut envoyé par son maître, par al-Tabbasi, en Syrie. Tout cela montre l'importance et le rôle de l'Ifriqiya dans cette fécondation du soufisme syrien et oriental. C'est une grande influence, en fondant également une voie qu'ils appellent la voie Khawatiriyya. D'ailleurs, quand al-Tabbasi est mort, c'est à la grande mosquée des Omeyyades qu'on a dit la prière funèbre sur lui.
brièvement surligné. Cheikh Arafa al-Qayrawani, le fils d'Ahmad ibn Makhlouf al-Shadi, était très connu en Orient. Quant à l'influence de l'Ifriqiya Ahmad ben Arous, grand saint du XVe siècle ifriqien, via Abdessalad al-Asmar et ses disciples, elle devait s'étendre bien au-delà de Tunis, dans la Tripolitaine et jusqu'au Saïd égyptien. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. Pardon, je peux encore... 5 minutes. Je peux 4 minutes. 5 minutes. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à l'étude d'un cas particulier de cette circulation soufie à l'intérieur cette fois du Maghreb, de son extrémité occidentale vers son versant oriental, autour de la figure d'Abou Madian Chouaib al-Andalousi, mort vers 1197-98, le maître des maîtres, Cheikh al-Chounour, de la géographie maghrébo-andalouse. L'Ifriqiya fut très tôt une patrie de prédilection pour la diffusion de l'enseignement et du legs spirituel de ce maître. En effet, il n'est pas un foyer soufi d'importance en Ifriqiya qui ne porte témoignage de l'influence de ce maître, par initiation directe ou par transmission indirecte. Pour certains d'entre eux, il serait exagéré, vu l'état très lacunaire de la documentation, de parler de véritables foyers, pour désigner des relais dont on connaît mal parfois le rayonnement et l'importance. En tout cas, simple point d'ancrage autour d'un cheikh ou bien foyer de quelque importance, tous les lieux que nous passons en revue dans ce livre témoignent chacun, selon sa vitalité, de la présence et de la propagation en Ifriqiya, de l'enseignement et de l'héritage soufi d'Abou Madian. Alors le premier chapitre de cette partie, le chapitre 4 du livre donc, est une revisite soumise à la critique historique des sources primaires concernant Abou Madian et du corpus bio-hagiographique ifriqien afin d'élucider la question de son voyage vers l'Est, à Tunis, de son séjour ou de ses séjours à Tunis, avant son installation définitive dans la cité portuaire de Bougie, Bjaya, et celle du fameux voyage des 7 cheikhs ifriqiens chez le maître andalou, dans la dite ville, afin de parfaire leur éducation spirituelle. Au-delà de son régime de vérité historique, le récit de ce voyage, relayé par 2 sources ifriqiennes dont au demeurant plusieurs éléments ne sont pas sujets à mention, y est appréhendé aussi, pour la première fois, je peux vous le dire, dans sa dimension symbolique. En considérant de près la répartition géographique de ces maîtres, on constate en effet qu'elle couvre pratiquement la majeure partie de l'Ifriqiya. Tunis avec Al-Mahdawi, son phare à son campagne environnante, Al-Masri ou Al-Mahrin, ça dépend des inscriptions de Tébourba, avec Salim Al-Tabassi, le nord, Benzarg avec Mahfoud ibn Ja'far, Kérouan avec Al-Dahmani, le littoral, Lamta, près de Mahdiya avec Ibn Hanas, Qsour-Sef avec Tahar al-Mzouri et le Djelid avec Al-Nafti. Et c'est, chers amis, toute la géographie de l'Ifriqiya, enfin du grande partie de l'Ifriqiya, moins la Tripolitaine et le Constantinois, dont il faisait partie aussi de l'Ifriqiya. Par ce récit, et autour de la métaphore du voyage, veut-on accréditer l'idée d'une diffusion à travers ces différents relais de la voix d'Abou Madian? Je vous pose une question. Cette représentation de la filiation spirituelle madiani des maîtres du tasawwuf ifriqien apparaît, d'ailleurs, ça n'est pas fortuit, ça n'est pas un hasard, apparaît au même moment, début du XIVe siècle, où commencent à se mettre en place les silsilas, ou chaînes de transmission maghrébines, rattachant via Abou Madian et ses maîtres du Maghreb le soufisme occidental aux principaux chaînons orientaux connus, remontant au prophète et de lui à Dieu. Les 2 chapitres suivants se proposent d'explorer, loin de toute prétention à l'exhaustivité, les principaux foyers de rayonnement de la voix d'Abou Madian durant les XIIe et XIIIe siècles. D'abord à Tunis, puis dans le reste de l'Ifriqiya. Tunis fut en effet un centre actif dans la propagation et la diffusion de l'enseignement et de la voix d'Abou Madian. On y rencontre de nombreux disciples directs du cheikh, tels Ibn Khamis al-Jarrah, Abdelaziz al-Mahdawi, mais aussi des disciples indirects, tels Abu Saïd al-Baji, Abu Amran Moussa al-Rifari, Abu Muhammad al-Murjani, grande figure, et une femme, Muhammad al-Ulbusi.
Mohamed al-Moussia qui nous a laissé un très beau texte sur son maître Al-Dahmani. Elle était disciple et compagne d'Al-Dahmani. Cet autre relais madiani de Kérouan cette fois-ci. Alors l'ouvrage tente ensuite de retrouver la trace des autres foyers madiani, d'abord dans la presqu'île du Capon, ensuite sur les hautes et moyennes plaines, dans les hautes et moyennes plaines de la Medjadda, dans la cité de Kérouan, où on peut recenser non moins de 4 rameaux madiani, sur le Sahel al-Qayrawan, encore plusieurs foyers sont passés en revue sur les pas justement de ces maîtres, la région de Sfax, avec encore une dame, une grande dame, Yahya Maryam, compagne de longue date du cheikh Youssef al-Dahmani, qui a éduqué elle-même plusieurs disciples dans sa bourgade côtière d'Al-Mounia, et enfin dans le sud, le Djellid, avec 2 grands noms de la sainteté africaine, Abu Ali Nafti et Abu Hilal As-Sayyid. Alors, pour conclure, chers amis, au-delà des contingences historiques qui ont marqué ces échanges soufis entre Orient et Occident musulman, de leur rythme, de leur dynamique, cette réflexion aura permis de dégager ce que j'ai appelé une structure composée de 5 éléments. La siyaha, ou pérégrination mystique, comme figure à la fois de la connaissance et de la réalisation spirituelle. La fonction de pôle de fondation et de légitimation incarnée par l'Orient au regard de l'Occident musulman, par-delà l'ambivalence et les tensions qui ont pu marquer le rapport entre ces deux êtres. Le Hajj, le pèlerinage, entendu à la fois comme temporalité et comme espace privilégié et unique de contact et de brassage. Quatrièmement, des transferts multiformes et à 2 sens, dont toute perception univoque et unilatérale serait pour moi anhistorique. Et enfin, une imbrication au niveau des doctrines et des modèles, témoignant d'une culture profondément cohésive et d'une unité fondant un universel soufi. Les silsilat as-sanad, les chaînes de rattachement initiatique elles-mêmes, qui servent à transmettre le véhicule ou encore le froc des soufis, de tel maître ou de telle voie, font éclater frontières géographiques, ethniques, culturelles et linguistiques, et étalent leurs branches sur toute l'étendue du monde musulman. Véritable figure de la translation entre Maghreb et Mashrek, leur arborescence illustre bien l'enchevêtrement des hommes et des doctrines. Les voies elles-mêmes, les voies, aussi bien dans leur réalité initiatique que sociale, seraient elles-mêmes une figure de cette mobilité, acculturation, interdépendance. Mobilité, acculturation, interdépendance. En somme, un lieu de confluence entre Orient et Occident, local et universel, horizontalité et verticalité, originel et développement qu'implique toute refondation, vivification. La voie mohammedienne, première voie initiatique proprement occidentale, a joué à partir du XIVe siècle le rôle de matrice pour toutes les traditions spirituelles africaines et maghrébines, la savante et l'illettrée, la sobre et la ravie, celle des centres prestigieux de sciences et celle des zones rurales les plus reculées, celle engagée dans le siècle et celle d'un soufisme contemplatif et de renonciation radicale au monde, brillante synthèse de ce que le tasawwuf de l'Occident musulman, héritier des traditions orientales, maghrébines et andalouses, a intégré comme modèle de spiritualité, choix doctrinaux et voie d'accès à Dieu, il n'est pas étonnant que cette voie, qui a rapidement trouvé son chemin vers l'Ifriqiya, féconda à son tour le soufisme oriental, lui donnant un nouveau souffle de vie. Si à ce jour elle continue d'inspirer les spirituels musulmans, serait-ce qu'à l'image du soufisme lui-même, est-elle l'olivier béni de la sourate de la lumière, parce qu'elle n'est finalement ni d'Orient ni d'Occident. Voilà, merci. Merci. Vous avez dépassé le temps et on est très content de vous avoir entendu jusqu'au bout. Et non, et je suis ravie de ne pas vous avoir coupé avant, comme toujours. Augustin, je te laisse la tâche.
tâche de discuter ce papier. Je pense que tu auras des questions et ça permettra de lancer la discussion par la suite. Tout à fait, c'est bien mon idée. Merci beaucoup Katia et merci à toute l'équipe de l'IRMC pour avoir organisé cette rencontre. Et merci à vous Nelly, je suis très heureux de vous rencontrer. Ça fait très longtemps que j'entends parler de vous et je ne vous avais jamais vu, je vous avais lu et je suis heureux que mon séjour à l'IRMC me donne l'occasion de vous rencontrer enfin et de lire ce nouvel ouvrage donc, qui est paru cette année, sur lequel vous avez déjà quasiment tout dit, donc je vais simplement faire part rapidement de ma lecture et proposer 5 points de discussion, alors qui s'adressent à vous, mais qui sont aussi destinés à nourrir la discussion avec la salle. Je ne veux pas monopoliser la parole, surtout pas. Alors votre ouvrage fait plus quand même qu'ouvrir des pistes et amorcer la pompe. Hein. J'ai été frappé par le fait que vous démontrez quand même, à l'aide d'une érudition que bien peu maîtrise comme vous montrez vraiment, et là je vais reprendre des choses que vous avez déjà dites, hein, mais cette place spécifique de l'Ifriqiya dans les échanges entre le Maghreb et l'Orient. Alors, une place spécifique parce que géographiquement l'Ifriqiya a un rôle de pivot, mais aussi, et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce qu'au sein même du Maghreb, la région se distingue, vous l'avez évoqué, hein, en termes de rythme, en termes d'intensité, de géographie, se distingue du reste de l'ère maghrébine, notamment par le développement donc, de cette relation particulière avec le soufisme égyptien, égypto-syrien, à partir du XIVe siècle. Ça, je trouve que ça m'a apparu vraiment très clairement en vous lisant. Chemin faisant, vous nuancez une idée toute faite hein, et qui est quand même très présente, qui voit toujours l'influence de l'islam en termes d'influence Est-Ouest, et vous montrez voilà, la place de l'Andalousie, du Maghreb el-Aqsa, de l'Ifriqiya, dans la construction des doctrines, des pratiques du soufisme à une échelle globale et à ce que vous appelez hein, cet universel soufi. In fine, et j'y reviendrai je pense, l'étude de cet échange et de la place que l'Ifriqiya tient dans ces échanges soufis servent aussi à démontrer, hein, il me semble, par-delà le soufisme, l'étroite imbrication entre Maghreb et Mashrek, et aussi à argumenter hein, pour la place de l'Ifriqiya dans le monde musulman. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et vous avez cette formule hein, que vous avez évoquée en début de votre conférence, de l'Ifriqiya comme barzakh, comme isthme entre les deux régions. Vous parlez aussi, et peut-être on pourra y revenir, hein, de la vocation intégrative de la ville de Tunis, ce qui m'a paru extrêmement intéressante. Alors vous l'avez dit, hein, le livre est construit en deux parties. On a une première partie qui est plutôt synthétique, donc qui fait cette démonstration, et la seconde qui développe ce cas d'étude autour d'Abou Mediane, et qui est presque c'est intéressant par rapport à la première partie, c'est presque de la géographie historique. On l'a un peu entendu dans la deuxième partie de votre conférence, hein, mais en fait vous auriez pu construire aussi des cartes, parce que vraiment vous nous promenez dans toutes les Ifriqiya, ou en tout cas toute la partie centrale qui correspond à peu près à la Tunisie d'aujourd'hui, et j'ai trouvé ça, ça m'a donné envie de voyager avec vous en fait, pour aller de maqam en maqam, de khutba en khutba. Je m'imaginais très bien voilà, faisant ce voyage. Ce qui m'a frappé aussi en vous lisant, c'est la façon dont vous combinez différentes approches et la façon dont vous articulez ensemble des questionnements, des dimensions qui sont d'ordinaire distinguées. Donc d'une part, l'histoire des circulations, donc vous raisonnez en termes de réseau, de nœuds, de flux, de rythme, mais aussi l'histoire intellectuelle. Vous articulez vraiment les deux, hein, l'histoire de voyage et l'histoire la façon dont les doctrines circulent, les manuels, les idées, les textes, et aussi les pratiques soufis.
Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait éclairant. Et enfin, et ça, je pense que c'est aussi un peu votre spécificité, l'histoire des représentations qui vont de pair, qui nous éclairent sur les autres dimensions, mais qui ont aussi leur propre historicité, donc à travers les récits de voyage, les hagiographies, qui nous informent aussi sur ces représentations de l'espace. Alors ce que vous nous avez rapidement présenté à travers le Diwan al-Salihin, mais qui, voilà, moi ça m'a particulièrement parlé et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc c'est un résumé à très gros traits et de toute façon il n'était pas forcément nécessaire après ce que vous avez présenté, mais qui, voilà, j'ai essayé de tirer les fils principaux de cet ouvrage extrêmement érudit. Peut-être quelques points de discussion maintenant. Le premier, c'est la question des sources et de la méthode. Alors, vous ne vous mettez pas du tout en avant dans ce travail, et pourtant c'est une véritable leçon de méthode. Alors, vous avez évoqué les très nombreux types de sources que vous avez mobilisées, donc je ne vais pas revenir sur la liste que j'avais bravement dressée, mais que vous avez faite. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en combinant ces sources, tous ces différents types de sources littéraires, doctrinales, juridiques, vous mettez en avant, à la suite de l'ensemble de votre œuvre, la richesse, la complémentarité de toutes ces sources, des sources qu'on a pu longtemps négliger, trouver comme les témoignages de Khorafat pour la géographie, ou bien comme des sources religieuses vues comme peu intéressantes, et vous en montrez vraiment toute la richesse pour faire une histoire qui est à la fois une histoire culturelle, une histoire de représentation, une histoire sociale, et on sent que vous en avez sous le coude et que vous pourriez faire aussi de l'histoire politique avec, et encore bien d'autres choses. Dès votre introduction, vous lancez un appel à, je vous cite, tenir compte de tout ce que le mot histoire implique. Du coup, je voulais éventuellement vous demander, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la discussion avec la salle, comment, voilà, peut-être de revenir sur la façon dont, je pensais dans les 2 dernières décennies, ces textes, qui étaient plutôt l'apanage des islamologues, ou bien qui étaient négligés, comment ils sont devenus vraiment des sources pour les historiennes et les historiens. Et notamment la façon dont, là je vous cite aussi, vous prenez en charge le merveilleux pour faire une histoire, voilà, qui n'est pas une histoire de Khorafat et de merveilleux, mais qui permet aussi d'établir des vérités historiques, des récits. Le deuxième point qui m'a vraiment beaucoup intéressé et qui fait écho à beaucoup d'autres travaux aujourd'hui, c'est la façon dont vous, alors tout en établissant clairement qu'il y avait plus de mouvements d'ouest en est, la façon dont malgré tout vous renversez le regard pour mettre en avant, évaluer, estimer, peser la contribution du Maghreb, donc dans son extension maximale, de la Tripolitaine à l'Andalouse, la contribution du Maghreb dans la construction de l'universel soufi et avec cela dans la construction de l'islam. Ça m'a paru extrêmement intéressant parce que ça rejoint des travaux que j'ai lus. Voilà, je suis contemporanéiste, nul n'est parfait, mais j'avais été très frappé en lisant récemment Khaled al-Rouayheb, que peut-être vous avez lu, qui montre aussi comment la période ottomane, alors lui c'est plutôt dans le domaine de la logique, du mantiq et du kalam, comment la contribution des Maghrébins est absolument essentielle et comment tous les cursus de l'Azhar se fondent beaucoup sur les auteurs maghrébins et leurs élèves jusqu'au réformisme, jusqu'au premier tiers du XXe siècle. Et donc, j'ai l'impression qu'on assiste à un moment de réévaluation de la part du Maghreb, de sa spécificité dans l'histoire intellectuelle et religieuse de l'islam. En vous écoutant, j'ai pensé aussi, je n'ai pas pensé en vous lisant avant, mais à ce que j'ai étudié à travers les Ibadites, où là aussi, en fait, il y a très clairement, à partir du XVIIIe siècle, dans les échanges entre
intellectuelle antribadite, là pour le coup une prédominance du Maghreb sur le Mashrek, et notamment un renversement où le Mzab devient le pôle principal de développement savant à cette période et jusqu'au XXe siècle. Et du coup, voilà, je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de ça, et si vous estimez contribuer à un moment historiographique spécifique ou pas. Peut-être que je dis n'importe quoi, vous pouvez me le dire. Le troisième point de discussion, vous l'avez déjà abordé, donc peut-être qu'on pourra le zapper pour parler de façon familière, c'était la question des obstacles. Alors vous avez évoqué les obstacles matériels, la question des guerres, de la piraterie. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est vous montrer comment aussi des moments de crispation doctrinale, des moments de rejet de l'étranger sont des obstacles à l'installation des chiours, à la diffusion des doctrines, des manuels. Et ça me paraît important aussi pour pas qu'on ait l'idée que tout est dans tout et que tout circule. Je trouve que c'est tout à fait important. Le quatrième point, et j'avance, c'est... mais là, j'avais relevé en fait cette citation que vous avez donnée en conclusion, qui est une citation de la conclusion de votre livre sur les silsilat as-sanad. J'avais prévu de la lire, donc je ne vais pas le faire. Mais vous parlez de... J'ai beaucoup aimé cette formule de la culture cohésive du soufisme, et qui est bien synthétisée dans cet extrait de la conclusion, où vous dites, alors du coup je vais vous synthétiser, à propos des chaînes de transmission dont se prévalent les maîtres soufis qui construisent leur autorité. Donc les silsilat as-sanad font éclater les frontières géographiques, ethniques, culturelles et linguistiques et étalent leurs branches sur l'étendue du monde musulman. Je trouve que c'est une très belle phrase. Véritable figure de la translation entre Maghreb et Mashrek, leur arborescence illustre bien l'enchevêtrement des hommes et des doctrines. Au-delà des partis pris, de l'émergence, ici ou là, de particularisme, au-delà même du foisonnement des courants, des écoles et des voies, et de cette dimension multiple et plurielle du soufisme, ce qui paraît bel et bien fonder la réalité du soufisme, c'est l'interdépendance et une étroite imbrication, y compris doctrinale, témoin l'une et l'autre, donc, d'une culture profondément cohésive et d'une unité fondante un universel soufi. Alors, cette phrase m'a interpellé parce que vous évoquiez déjà dans l'introduction cette culture cohésive, vous y revenez de temps en temps, c'est une sorte de leitmotiv, mais aussi parce que ça fait écho à d'autres lectures que j'ai faites ces dernières années. Je pensais notamment au livre de Shahab Ahmed, dont on a beaucoup parlé dans le monde universitaire anglophone, What is Islam, ou bien au livre de Thomas Bauer, qui vient d'être traduit, je crois, en français, qui essaye de réinterpréter l'islam comme culture de l'ambiguïté. Comme culture de l'ambiguïté. Et chez Shahab Ahmed, c'est plutôt l'idée d'appréhender l'islam, réfléchir à ce qu'est l'islam, c'est assez ambitieux, à partir de la manière dont il s'est déployé comme phénomène humain, dans sa complexité, dans sa diversité. Et il montre notamment qu'on ne peut réduire l'islam à un mode de vie inspiré des textes révélés, ou certainement pas le réduire à la seule obéissance aux prescriptions, aux lois. Donc il y a une ambition de redéfinition de l'islam. Alors dans son cas, c'est à partir de... Lui, il voit une culture cohésive dans tout ce qui s'est développé à partir du 15e, 16e siècle, entre les Balkans et le Bengale. Et du coup, ça m'a frappé, cette expression de culture profondément cohésive. Je voulais vous demander un peu si vous pouviez pousser ce que vous entendez par là, ce que ça voulait dire pour vous, cette culture profondément cohésive, alors comme définition du soufisme, et par-delà ça, comme définition de l'islam, alors plutôt du côté d'un islam arabe, dans votre livre, mais je me demandais si vous pouviez le développer un petit peu plus. Ça m'a vraiment frappé. Et enfin, le dernier point, mais peut-être qu'il vaut mieux que je m'arrête. Peut-être mieux laisser du temps. Ouais. Je vais vous laisser du temps pour me répondre.
Et pour la salle, oui, pardon. Aussi, oui, alors. surtout. Mais Vous souhaitez que je réagisse si vous voulez, mais peut-être pas point par point, mais... oui, un peu Si, un point, voilà, s'il y a un point, une question... Écoutez, je vous remercie, Augustin, pour cette lecture extrêmement généreuse et en même temps très rigoureuse et très éclairante. Alors pour les sources, je vous sais gré d'avoir évoqué cette désaffection qu'ont longtemps eu nos chers historiens, pas seulement eux, mais surtout eux, animés de l'esprit positiviste extrêmement vif, donc la désaffection pour ces sources, la désaffection pour le surnaturel, pour le merveilleux, et là, en fait, nos collègues occidentalistes travaillant sur la sainteté dans le monde chrétien ont, fort heureusement, découvert bien avant nous et tout l'intérêt qu'avait l'historien de s'annexer, comme on l'a dit, ces territoires dans lesquels il n'osait même pas s'aventurer, hein, et qu'on rejetait très bellement dans les poubelles de l'histoire. Donc, moi je pense qu'il y a encore un déficit extrêmement important, notamment chez nous, en Tunisie, je le reconnais, au niveau de notre école historique ici. Donc, il y a encore beaucoup à faire pour un petit peu pour faire un meilleur usage de ces sources et les appréhender. Tenez, je prends par exemple les récits visionnaires. Les récits visionnaires du Maghreb sont une source extrêmement importante. Vous savez que les récits de vision, notamment du prophète, se multiplient à partir du XIIIe siècle de manière tout à fait inédite. Jusque-là, les visions ont toujours existé, mais on assiste à une floraison de récits, de visions. Je parlais tout à l'heure de Tigène, et Tigène a eu entre les mains un recueil de 400 visions d'un saint tripolitain du XIIIe siècle, relatant quotidiennement le récit de ces visions du prophète, qu'il interrogeait, dont il sollicitait le soutien et le conseil pour tout ce qui touchait à sa vie quotidienne. Donc, imaginez-vous cette mine d'informations, et il consignait jour après jour, donc jour par jour, il consignait le récit de ses visions. Jonathan Katz, qui a travaillé sur un recueil, le recueil de visions du Cheikh Az-Zouawi, qui ne faisait que 109 visions, hein, qui était moins important. Et ça faisait déjà, à l'époque, c'était un grand moment historiographique, enfin, donc la publication de ces visions et les commentaires et leur mise en perspective historique, etc. Donc, par exemple, la littérature visionnaire mériterait à elle seule déjà un grand intérêt. La géographie bénéficie depuis, je dirais, une vingtaine d'années d'un intérêt croissant de la part des historiens généralistes, qui ne sont pas forcément des historiens de la sainteté ou du soufisme. Il est vrai, très souvent avec la méthode des pluchards, c'est-à-dire on ne va pas prendre ces textes dans leur unité comme une vision du monde, comme une production littéraire dans le plein sens du terme, avec une visée, un plan. On a toujours accrédité l'idée du désordre de cette littérature. C'est une idée que je récuse, et je le prouve dans pas mal de travaux. Il y a un plan, mais encore faut-il le voir, le trouver. Et donc, cette pratique d'épluchage des textes pour y pomper un peu des réalia, bon, elle est méthodologiquement, elle a ses
travers. Mais en tout cas, il y a maintenant il y a un grand intérêt à s'occuper pour l'histoire des calamités, des catastrophes, des prix, des crises, de la géomorphologie urbaine, de la toponymie, de la géographie. Elle devient très à la mode. Il y a un engouement pour les sources géographiques. Mais encore une fois, comme je l'ai dit. Voilà. Un moment, alors la contribution du Maghreb, un moment historiographique spécifique. Ben, écoutez, j'ose l'espérer. Hein, en tout cas, je l'appelle de mes voeux, parce qu'il est vrai que jusque-là, on a eu un peu tendance à ne voir les choses que dans un sens, ou à en faire une histoire un peu lisse. Vous évoquiez tout à l'heure les obstacles, les rejets, ces insertions qui ne vont pas de soi, qui sont problématiques, mais qui, j'ai évoqué tout à l'heure ce Cheikh Rifai, qui arrive à tuer ce début du XIVe siècle, et c'est grâce à un unicum, à cette hagiographie que j'ai trouvée par hasard, en épluchant le corpus des manuscrits maghrébins à la Bibliothèque apostolique Vaticane, je tombe sur cette hagiographie, ce book al-Moulidi, c'est la géographie de ce Cheikh al-Rajmi, et pour la première fois, on tombe sur la tariqa al-Rifaiya dans le paysage des voies qui étaient représentées en Ifriqiya. On ne connaissait pas de présence de la Rifaiya. Et c'est grâce à ce texte que je retrouve donc les traces de la Rifaiya. Et bien, finalement, malgré les déboires que ce maître a eu avec justement l'un des disciples d'Ibn Arafa, le Qadi al-Jamar Mahdi Issa al-Amblini, on a mis la balle, on a accusé de tashayyo. À l'époque, c'était une accusation fort grave, donc de tashayyo, d'être contre les compagnons du prophète, etc. Et son hagiographie est une défense. Ça revient comme un leitmotiv, hein, son amour du compagnon du prophète, sa défense de son sunnisme, etc. Et que sa vénération des Ahl al-Bayt n'infirme pas. C'est-à-dire la vénération des Ahl al-Bayt est également très présente dans le sunnisme. Et là, on a tendance parfois à l'oublier. Hein. Donc, voilà. Donc mais finalement, cette insertion, toute problématique qu'elle ait pu être, finalement, c'est faite. C'est fait. D'abord, elle s'est faite par ce recueil géographique, ce monument érigé à la gloire de son grand maître, par la transmission de la Khalqa al-Rifaiya à une dizaine de disciples, dont on devrait pouvoir suivre les pas, hein, je reviens au pas, hein, chose que je m'étais promise de faire, mais faute de temps, et enfin par la toponymie, par la zawiya de Cheikh al-Rajmi et la rue al-Rajmi. C'est la rue qui porte son nom, à côté de la Madrasat al-Andalus, dans la rue de la Verrerie, dans la Médina de Tunis. Donc, finalement, c'est une insertion, une belle insertion, finalement, à la fin, malgré que la zawiya ait été fermée un certain temps, malgré, etc. Voilà. Donc, alors, culture cohésive, et je terminerai peut-être là-dessus, oui, culture cohésive, moi je me suis j'ai toujours été frappée par la tendance qu'on avait, peut-être dans la recherche, d'abord, bien sûr, à nous attacher au modèle à deux niveaux, hein, fort heureusement récusé, ça fait maintenant un certain nombre d'années, par les travaux de Peter Brown, et qui ont une excellente influence. On a constamment, y compris, on a constamment mis en exergue les contradictions, les oppositions, même entre les fuqaha et les soufis. Alors que la majorité écrasante des soufis, rien que sur le plan quantitatif, sont eux-mêmes des savants et des fuqaha. Et que, même y compris au niveau de certains rituels et pratiques, on a toujours un petit peu monté en exergue un peu ces oppositions, alors, bien entendu, alors que les oppositions étaient parfois davantage sur certaines pratiques et pas sur le fond tenez sur le samar, par exemple. Le samar, moi je sais que les maîtres en soufisme ont récusé le samar comme pratique.
l'ont interdit, l'ont réprouvé, de peur qu'il ne soit entaché par des débordements qui risquaient d'en invalider, si vous voulez, le caractère licite, ou en tout cas d'en invalider la finalité. Alors, on va venir opposer de manière tout à fait tranchée les fuqaha contre le sama et les soufis. Non, il y a eu des oppositions chez les uns et les autres pour des raisons très plurielles, très subtiles, etc. On a appelé le cheikh Ahmad Zarrouk Muhtasib as-Soufiyya, qui pratiquait la hisba chez les soufis et qui était constamment à l'affût des bid'a, des innovations blâmables, de ce qui pouvait entacher la licéité de certaines pratiques, etc. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, alors culture de la ville, urbanité égale culture savante, égale orthodoxie, orthopraxie, campagne égale... tout ça, c'est des schémas contre lesquels je me suis tout le temps insurgée et qui contredisent cette culture profondément cohésive, aussi bien dans les référents, les modèles, les fondements scripturaires, les figures archétypales qu'on va aller chercher. C'est les mêmes référents. Et j'ai parlé même, s'agissant par exemple du culte du prophète, j'ai parlé même d'une culture prophétique qui transcende frontières ethniques, géographiques, sociales, culturelles. On est en train de parler d'une culture prophétique qui, à partir du XIIIe siècle, se répand dans toutes les couches de la population, y compris au niveau des groupes sociaux qu'on a par commodité, qu'on a toujours stigmatisé comme faisant partie de la culture populaire, de la religiosité populaire, de la religion populaire, pour lui opposer une culture savante, une culture de... Tout ça, ce sont des catégories qu'il faut que nous interrogions tout le temps, et ne pas prendre... et ça l'islamologie classique, c'est parfois un peu engouffré derrière des représentations et des lectures faites, par exemple, par l'école d'Ibn Taymiyyah et ses disciples. Alors, on est parti sur ça. Alors qu'en fait, la réalité contredisait ces schémas établis, et j'en parle peut-être davantage dans le livre précédent, En croire au Maghreb médiéval. Il y a tout un chapitre sur religion populaire, religion savante, religion populaire, et sur toutes ces catégories et ces imbrications. Les imbrications, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut donner la parole à la salle si vous avez des questions, parce qu'après tous ces échanges denses, j'imagine, alors il y a... Savant, oui, dense et savant. Il y a... est-ce que vous voulez bien vous présenter brièvement, dire... Bonjour, je m'appelle Abdelraouf, je suis docteur en anthropologie, ethnomusicologue. Je voulais juste vous demander, dans une culture si cohésive, où les clivages ne sont pas pertinents, est-ce qu'il est pertinent de parler d'Occident, d'Orient, musulman? Je ne sais pas comment Pardonnez-moi, c'est-à-dire que je ne gomme pas pour autant, quand on parle de culture cohésive, on ne gomme pas pour autant les clivages, les tensions, les différences, les orientations. Voilà, non, l'objectif n'est pas de faire l'apologie d'un unanimisme qui n'existerait pas. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ça le but. Quand on parle de culture cohésive, c'est-à-dire c'est une culture où les éléments intégrants seraient plus importants et aux endroits qui comptent que les éléments, disons, de distinction, de différence. Voilà, c'est ça, il ne s'agit pas, il y a eu des tensions, c'est pas une histoire sans tension, sans clivage, il y a des clivages. C'est pas... Il me semble que la question est intéressante parce que justement ça remet un peu
tension. Enfin, c'était pas du tout absent de ce que vous dites, hein, au contraire. Oui, pourquoi parler d'Occident et d'Orient musulman? Oui. Bah, est-ce que ça reste pertinent, du coup? Est-ce que ce sont des catégories que vous construisez, ou est-ce que ce sont des catégories qui existaient à l'époque? Oui, non, ce ne sont pas des catégories que j'ai construites, ce sont des catégories qui existaient, qui sont nommées, désignées, aussi bien dans les littératures géographiques, que dans les chroniques, comment on se représentait le monde musulman à l'époque, et d'ailleurs dans toutes les déclinaisons possibles, al-Maghrib, al-Gharb, al-Islami, etc., Tasharraqa, Dhahaba Mashriqan, Tagharraba, etc. Donc, ce n'est pas des catégories que nous avons construites ou qu'on a inventées, mais il était intéressant de voir comment l'Orient considérait l'Occident, et inversement, comment l'Occident considérait l'Orient aussi. Et quelle fut la part des uns et des autres dans ce que j'ai appelé un peu cet universel soufi. C'est-à-dire, quand Ibn Arabi débarque à la Khanqa Saïd al-Souada, fondée par Salah ad-Din al-Ayyubi au Caire, il est très choqué par les remarques que font de très respectables soufis donc, qui habitaient la Khanqa, parce que la Khanqa est un établissement soufi officiel fondé par un dynaste pour les soufis, hein, afin qu'ils se consacrent au véhicule, à l'adoration, etc., et qu'ils ne se préoccupent nullement de leur subsistance. Ce qui n'est pas comme la Zawiya, hein, ce sont des institutions très différentes. Alors, il arrive, et alors il est choqué par le mépris par lequel les orientaux, les soufis orientaux, hein, de la Khanqa de Saïd al-Souada, considéraient ces maghrébins, ces soufis maghrébins dont on pouvait douter de leur connaissance, de leur science soufie, etc. Donc, et c'est ce qui nous a valu deux belles œuvres, hein, en fait, qui sont الدرة الفاخرة et رسالة روح القدس في مناصحة النفس où Ibn Arabi relate, enfin nous rapporte ses maîtres et fait à la manière un peu des dictionnaires biographiques, des notices biographiques de ses maîtres, hommes et femmes, de l'Andalous et du Maghreb d'une manière générale, et combien c'était des hommes et des femmes d'excellence, et combien ils pouvaient en apprendre aux soufis orientaux. Voyez, donc ça, ce sont des représentations des uns et des autres. J'ai parlé des modèles tout à l'heure, il y a une espèce de querelle des modèles, hein, les modèles, les figures archétypales de la sainteté orientale, occidentale. À partir d'un certain moment, on se réfère surtout au modèle de saint de l'Ifriqiya ou de l'Occident musulman, plus autant qu'à ceux venus d'Orient, etc. Ce sont des infléchissements dans la manière de se percevoir et de percevoir l'autre. Bon, l'autre, qui n'est pas figé dans une altérité, non, l'oriental, etc. Donc il y a la question de la géographie qui se double de celle du temps, évidemment, et donc ces deux paramètres doivent être vus ensemble. Vous êtes ethnomusicologue, et vous travaillez sur quelle région? Sur les musiciens, les joueurs de oud arabes qui jouent en Europe. Voilà, les joueurs de oud arabes en Europe. Vous êtes voilà. Oui, vous avez une question. Oui, justement, Mohamed Heni, je suis journaliste essentiellement. Donc, merci Madame Maham, je suivais vos travaux depuis la Sainte de Tunis, qui ont la caractéristique d'ailleurs de suivre l'apport maghrébin ou occidental musulman pour le soufisme. Je vais revenir un peu, parce que je partage un peu le même souci que monsieur, mais quand on parle de Maghreb, il y a trois tableaux qui me viennent tout de suite.
Je ne l'ai pas vu de la même manière que vous. J'ai vu au contraire une espèce de supériorité maghrébine dans les paroles d'Ibn Arabi, quand il parlait de ces khaniqah qu'il trouvait dans un état lamentable et qu'il critiquait longuement dans son livre Ruh al-Qudus, ce livre qu'il a offert à son mère, à Azimad, avec qui il a fait d'ailleurs, qu'il a mis sur le toit de la Kaaba pendant des années. Il a fait faire les circonambulations. Et donc, dans ce passage, on voit au contraire que c'est le moment, je pense que c'est le moment où le soufisme maghrébin se manifeste dans ces lignes comme, entre parenthèses, vivifiant le soufisme mashriqi, essentiellement égyptien. Je vous invite vraiment à lire ces passages où Ibn Arabi parle avec une espèce de dédain de ces soufis de Khaniqah qui dit qu'ils n'ont du soufisme, et presque même de l'islam, que la vie et que les langues barbes. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ce que nous vivons aujourd'hui, mais dans un autre contexte. Deuxième tableau qui me revient toujours, et c'est là où je voulais un peu vous, je ne sais pas comment dire, provoquer, si vous voulez. C'est l'islam, le Maghreb, ou l'image du Maghreb dans l'islam premier. Je ne veux pas dire l'islam premier, je ne veux pas dire l'islam primitif, c'est-à-dire l'islam prophétique. Et on a au moins trois images. On a d'abord le moment de la naissance du prophète, avec la sage-femme Ash-Shafé, ce fameux hadith qui dit qu'Ash-Shafé, qu'il a fait donc naître, qui dit, j'ai entendu, c'est un hadith qu'on récite dans tous les maoulets, qui dit que j'ai entendu une voix disant mais où est-ce que vous l'emportez, c'est-à-dire le prophète bébé encore, et la voix dit en Occident, c'est-à-dire la première destination c'est l'Occident. Puis après elle entend une deuxième voix, mais où est-ce que vous l'emmenez, et la voix elle dit en Orient. Donc il y a ce premier tableau qui me revient quand on parle du Maghreb dans l'islam premier. Alors là, nous sommes au moment de la naissance même, c'est-à-dire ce voyage. Le deuxième, c'est ce que vous citez d'ailleurs dans votre livre, je pense, mais de toute façon, vous l'avez cité avant, c'est cette délégation, c'est ce hadith qui parle d'hommes berbères qui viennent parler avec le prophète sur les signes des fins des temps. Donc on a ces deux tableaux là, au moment de la naissance du prophète, et ces hadiths qui parlent de la fin des temps et le soleil qui va s'élever de son Maghreb. Et donc, la place du Maghreb dans l'imaginaire ou dans l'islam premier, notamment avec ce hadith mawqouf, c'est-à-dire ce récit attribué à Ubay ibn Ka'b, qui est considéré comme l'un des 4 piliers du savoir d'Ibn Abbas, quand on lui dit « mais où se trouve Majma' al-Bahrain », c'est-à-dire la rencontre des deux mers, il dit « en Afrique », selon plusieurs sources. On le trouve même dans les exégèses du Coran, ce hadith mawqouf. Donc il y a cette image du Maghreb chez les musulmans premiers. Comment est-ce qu'elle est intéressante dans votre réflexion? Deuxièmement, je ne dis pas que je ne pense pas, mais est-ce que cette confrontation, je ne sais pas comment vous avez dit, friction entre Maghreb et Mashrek, est-ce que c'est parce que Maghreb et Mashrek, ou parce que ce sont des tariqa peut-être, parce que le Maghreb de toute façon il est plus homogène de toute façon sur le plan du dogme que le Mashrek, tiraillé par le chiisme, et puis le Druze, et puis plusieurs. Donc, est-ce que c'est parce que c'est Maghreb-Mashrek, ou parce que c'est autre chose à l'intérieur du soufisme lui-même, produit des deux parties géographiques du monde musulman, dont l'Ifriqa est à juste titre un barzakh. Et ce que j'ai apprécié dans ce que j'ai lu de votre livre, c'est ce focus justement sur ces 3 hommes clés et tous ceux qui sont derrière eux, à savoir Abu Madian Shuraib, Ibn Arabi et Ash-Shafii. Merci beaucoup Amélie. Avant de te donner la parole, j'aimerais prendre une dernière question de Croix, si on voulait la ramasser, parce qu'il est 7h moins 10. Donc, mais je peux, parce que c'est une question ignorante, mais du coup, c'est va plus vite pour répondre. Non, mais je suis contemporanéiste comme Augustin, donc, et je suis au bout de la silsila. Et tu as parlé tout à l'heure d'initiation directe, de transmission indirecte. En fait, ma question vient de ton exposé, Nelly, pour être honnête, parce que je ne t'ai pas lu. Et est-ce que dans ce process que tu divises entre initiation directe et transmission indirecte, tu n'as pas repéré plus de femmes que ça? Parce que, à mon avis, c'est dans ce process-là
que tu vas peut-être trouver plus de femmes dans ces Célestes et Sanad, tu vois. Et dans ce même process de Célestes et Sanad, moi, femme du 21e siècle, sensible, mais comme ça, un peu émotionnellement et à ça, parce que j'y connais rien, je me demande, parce que j'ai écouté la question précédente, quel est le rôle de la musique là-dedans? Est-ce que dans ces circulations entre Maghreb, Machrek, on n'a pas sous-estimé aussi cette circulation des modes musicaux dans le soufisme? Est-ce que dans nos études, dans nos manières de faire, comme tu dis tout à l'heure, être trop peut-être prisonnière de certains textes, et puis de certaines visions des textes, on n'a pas aussi sous-estimé d'autres voies de circulation, comme la musique? Et du coup, ça aussi, peut-être, ça explique peut-être l'absence des femmes. Parce que moi, je connais tu vois, jusqu'à aujourd'hui, on a des orchestres de femmes qui ont existé. Moi, j'en ai vu, j'en ai écouté, de là vient mon goût. Tu vois, Tijani Kolchtek. Bon, peut-être que, est-ce que tu comprends ma question? Donc, tu parles du sama ou tu parles de quoi? De la musique en général. Je peux pas dire tes mots, Non, mais c'est-à-dire du sama. Je prends les miens, je garde les miens. La musique soufie. La musique soufie. D'accord. Bon, je vous remercie, je te remercie, Omar. Je commencerai peut-être par ta question. Les femmes. Les femmes, c'est, tu sais, les traces dans les sources, c'est toujours une quête de la trace. Parce elles sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas, on n'est pas dans le quantitatif, on est dans le qualitatif. C'est-à-dire le peu de traces que nous en trouvons, c'est celles que nous interrogeons dans les sources écrites. Maintenant, il y a de plus en plus de travaux qui croisent sources écrites, sources orales et mémoire matérielle, et qui essaient de restituer un petit peu cette sainteté féminine en croisant ces trois types de témoignages. Donc, mais moi, sur les textes sur lesquels je travaille, le peu de femmes que j'ai trouvées, j'en parle. Généralement, j'en parle. Hein, et ce sont de grands personnages qui bénéficient de la même révérence due aux hommes. Hein, et de la même... Saïd al-Manoubi, on en a parlé, hein, Katia, Saïd al-Manoubi, son hagiographe, lui met sur les lèvres des mots qu'on ne pourrait pas aujourd'hui mettre sur les lèvres d'un homme. Une femme, 13e siècle, qui aurait dit « Je suis le lieutenant de Dieu sur terre, أنا خليفة الله في أرضه، أنا قطبة الأقطاب، أنا سيدة الرجال، أنا أعطاني ربي سفينة النجاة، أنا أشفع بأهل قرني، أشفع بأهل etc. Donc أنا أعطاني ربي يعني كلام. Donc et ça c'est l'hagiographe qui met sur ses lèvres ses propos. Les a-t-elle dit, ne les a-t-elle pas dit? Le plus important c'est qu'on les lui ait attribués. Tout le miracle est là, si j'ose dire. C'est ça qui est important. Mohamed al-Qulboussi vous a laissé un très beau texte qu'elle a écrit au fils du cheikh al-Dahmani et qu'on doit à Dabbar de nous en avoir gardé la trace dans la géographie du Sahel. Etc. Donc ça, pour les femmes, et d'ailleurs, j'ai essayé de mettre en perspective cette sainteté féminine du Maghreb avec celle du Machrek. Et dans un article qui existe en ligne, et là, il y a pas mal de choses à découvrir. Hein, on est dans des modèles, dans un paradigme de sainteté qui n'est pas toujours le même. Alors la place des femmes, par contre, en Orient, la place des femmes rawiyat ou hadithat est extrêmement importante, quantitativement, dans les dictionnaires des ayyan et des ulama. Des centaines et des centaines de femmes traditionnistes. Généralement, elles descendent de maisons de sciences et là, nous avons des centaines de femmes.
Et là, il y a un travail immense à faire qui a commencé déjà à être fait et qui je pense, a vocation à continuer à l'être. Ça, donc c'est le paradigme de la transmetteuse, de la femme savante, la rabia, la muhadditha, mais qui également incarne certains traits de l'ancien idéal de sainteté des premiers siècles. Hein, je les ai comparés un peu avec les femmes soufis des 2 premiers siècles de l'islam. Il y a quand même aussi des points communs, donc des passerelles. Donc voilà, c'est un article qui existe, qui fait une 60aine de pages et qui, pour la première fois, met en perspective la sainteté féminine en Orient et en Occident musulman. Donc, pour le samar, je reviens au samar. Donc, le samar, là, par contre, on serait dans l'époque contemporaine. Moi, je n'ai pas de samar. J'ai des samars auxquels assistent les femmes, auxquels elles participent. Et il y a ce fameux samar de Cheikh al-Dahmani au Caire, où le samar avait été prohibé, interdit, en raison de toutes sortes de débordements, etc. Et qui se targuait de dire j'ai réinstauré le samar au Caire. C'est moi, al-Dahmani, qui est, etc. Je raconte l'histoire ici d'ailleurs. On a des traditions orientales, hagiographiques orientales, même Maqrizi en parle, donc historien, et africaine, sur ce fameux samar de ce maghrébin, de ce bédouin converti maghrébin, qui est venu au Caire en plein XIIIe siècle, et qui a, XIIe siècle, pardon, qui a restitué donc, le samar au Caire. Donc ça, alors, il y a quelque chose quand même qu'il ne faudrait pas éluder, je pense. La place de l'Orient, là où est né l'islam, là où est né le message a été révélé au prophète, la place de ces grands lieux liés à l'histoire prophétique, etc., que sont les villes de Syrie, que sont les villes du Hijaz, etc., liées plus directement à l'histoire du prophète. Je pense qu'on ne peut pas éluder cette place centrale qu'a toujours occupée l'Orient, comme pôle, je disais, de fondation et de légitimation. Lorsqu'a éclaté la querelle sur les karamètres en Ifriqiya, à Kérouan, au IIIe siècle de l'Égypte, au IXe siècle, c'est à Al-Baqillani, à Bagdad, qu'on a recouru pour arbitrer entre Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et les saints de Kérouan. On partait en Orient, on ramenait des ijazat, des autorisations de transmettre. On voulait aussi, on allait à la quête des maîtres. Abul Hassan al-Shadili s'est vu dire « Retourne dans ton pays, ton maître est dans ton pays ». Abd Salam al-Mashish, etc. Donc il y a toujours eu cette représentation de l'Orient comme étant le centre du monde, le cœur là où est descendu le texte révélé, Mahd al-Nubuwa, etc., etc. Le début de cette histoire sainte, de cette histoire sacrée. Bon. Le Maghreb, il est évident que très vite, très tôt, on va avoir un petit peu, on va avoir beaucoup de traditions qui vont nouer, dont certaines, dont plusieurs même, sont apocryphes, vont nouer la fonction eschatologique du Maghreb, vont louer le ribat dans les fourour al-Filiqiya al-Maghreb comme étant une porte du paradis, comme étant, etc. Donc on va très vite aussi donner au Maghreb sa place dans cette histoire sacrée, dans cette histoire sainte. Donc on est dans ces représentations. Ça, je pense qu'il serait très intéressant de refaire cette histoire, un peu des représentations du Maghreb et du Mashrek. Quand on lit la géographie d'Abu Ishaq al-Zbenyani, il lui dit: tu as laissé les grands maîtres de l'Orient, tu es venu
au modeste saint de Jbénienne, etc. Telle sainte sera comparée à Rabia, tu es la Rabia de ton temps, etc. Donc il y a ces modèles archétypaux, ces figures archétypales de sainteté, ces idéaux, ces modèles idéaux qui viennent de l'Orient pendant, en tout cas, une période assez longue, jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Et petit à petit, on va avoir de plus en plus ce que j'explique dans ce bouquin, on va avoir des modèles maghrébins, ifriqiens. Quand Ibn Arouz descend de manière fort spectaculaire au rez-de-chaussée de sa zawiya et dit « Je suis Abul Abbas as-Sabti, je suis Muhriz ibn Khalaf, non, je suis Abd al-Qadir al-Jilani, je suis Muhriz ibn Khalaf, je suis Abul Abbas as-Sabti et je suis encore un quatrième maghrébin. » Donc il y a un oriental et 3 maghrébins. Hein? On est aussi dans des... donc, alors oui, Ibn Arabi, bien sûr, Ibn Arabi a été choqué par cette, je l'ai dit, par cette attitude des orientaux, et il a voulu montrer combien cette sainteté ordinaire, si j'ose dire, ces saints ordinaires, ces saints du monde rural, des campagnes, de l'Andalous ou du Maghreb, étaient habités par Dieu, étaient habités par pouvaient donner des leçons de soufisme à ces soufis infatués de leur personne, et davantage, en effet, comme vous disiez, Mohammed, préoccupés de leur barbe, de tailler leur barbe et de leur toilette, que de la quête divine, etc. Donc, et c'est ce qui nous a valu cet hommage qu'il a rendu à ses maîtres et aux femmes qui ont été ses maîtres en Andalous. Shams al-Fuqara et Bint Abi Muthanna, c'était de grands maîtres pour lui. Donc il fait l'éloge. Donc voilà, c'est ça. Donc finalement, Maghreb, Mashrek, etc. Bon, moi j'ai voulu néanmoins relativiser un petit peu Donc encore une fois, j'ai bien dit que ça n'était pas une histoire lisse, qu'il y avait aussi des échanges qui n'allaient pas de soi. Le Ihya al-Ulum de Ghazali est au cœur de ces tensions. Le Ihya al-Ulum que les Ifriqiens ont diffusé au Maroc. Et ça, la géographie marocaine le reconnaît. Et les historiens marocains, nos collègues marocains le reconnaissent aujourd'hui. C'est les Ifriqiens on a toujours épilogué sur les influences du Maghreb al-Aqsa sur le soufisme ifriqien. On oublie que durant le 5e siècle, c'est-à-dire le 11e siècle, c'est les Ifriqiens qui ont porté al-Muhasibi au Maroc et qui ont défendu clandestinement, qui ont diffusé sous le manteau le Ihya al-Ulum quand les Mourabitoun en ont fait un autodafé. Ce sont eux qui l'ont diffusé de manière clandestine et qui l'ont défendu corps et âme. Mais le Ihya al-Ulum, on réalise en lisant Ibn Najm, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, ne fait son apparition à Kérouan qu'au XIVe siècle. Qu'au XIVe siècle. Donc il y avait encore des freins. Des freins, probablement, je pose la question, moi, des freins dus encore peut-être à cette espèce une espèce d'ostracisme, des restes d'ostracisme contre la pensée razalienne, etc. Donc voilà, c'est un peu cette histoire que j'ai voulu raconter. C'est une histoire qui n'est pas lisse, mais c'est une histoire aussi qui ne verse pas dans la non, c'est une histoire qui montre que malgré tout, au-delà de ces tensions, au-delà de l'ambivalence, je parle d'ambivalence qui a marqué les relations de l'Orient de l'Occident à l'Orient musulman et inversement. Vous savez que dans les chroniques, cher Mohammed, dans les chroniques des Orientaux, à l'exception d'Ibn al-Athir, l'exception notoire d'Ibn al-Athir, on trouve très peu de traces du Maghreb et de l'histoire du Maghreb. Donc voilà, donc mais là, donc voilà, donc j'ose espérer en tout cas ne pas avoir comment dirais-je, fait violence à l'histoire dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup pour nous montrer qu'avec cette ambivalence, c'est une histoire qui marche ensemble.
Et merci, un grand merci pour tout ça. Évidemment, ce ne sera pas une conclusion, mais simplement une question que quelqu'un m'a posée au début de la rencontre. C'est où est-ce que l'ouvrage peut être acheté? Il est là. Ouais, il me semble. L'éditeur est là. L'éditeur est là. Et Virginie est là. Alors vous avez des ouvrages, mais c'est parfait. Vous voyez, je ne les avais pas vus derrière le petit muret. Donc c'est parfait. Je crois qu'il y a plusieurs personnes intéressées par l'achat. Surtout ceux qui l'ont pas lu. Merci beaucoup. C'était vraiment, et puis c'est toujours Merci très impressionnant de t'entendre et passionnant. Voilà. Merci beaucoup.